Bienvenue dans cette émission, mesdames, messieurs, bonsoir et très heureuse de vous savoir très nombreux en train d'attendre notre grand rendez-vous d'actualité. C'est déjà votre émission qui commence, j'espère que vous êtes en forme puisque nous on l'est. L'actualité qui reste dominée par le processus électoral, le mot glissement qui est sur toutes les bouches des politiques congolais, le dialogue qui va se faire très très prochainement avec ou sans quelques autres partis de l'opposition qui hésitent encore. On va parler un tout petit peu du secteur industrie parce que nous recevons sur ce plateau le ministre de l'Industrie que vous connaissez très bien. Il s'agit de Monsieur Germain Kambinga. Bonsoir Monsieur le ministre et bienvenue. Barbara Nzimbi, bonsoir. Monsieur le ministre, comment allez-vous? Je suis très heureuse de vous recevoir. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Écoutez, c'est toujours un plaisir renouvelé. Nous sommes un habitué de la maison. Il est vrai que depuis la mise en place du gouvernement de cohésion, nous n'avons pas eu l'occasion de les viser. Mais c'est un devoir de se retrouver devant les téléspectateurs, à chaque fois d'expliquer, d'essayer de convaincre, d'expliquer les choix que nous opérons au mieux des intérêts de notre pays. Monsieur le ministre, hier je vous recevais comme Germain Kambinga, porte-parole du MLC. Aujourd'hui, je vous reçois comme ministre de l'Industrie. Je voudrais quand même avoir votre approche sur l'état de la nation actuellement. Est-ce que vous restez un peu le même? Aujourd'hui, le président de la République a fait quand même plusieurs temps au pays, élu démocratiquement presque 10 ans bientôt. Quel est le bilan de Monsieur le Président de la République à la tête de la nation? Écoutez, je ne peux pas me permettre, en tant que membre du gouvernement, en dehors de tout mandat, de faire le bilan du chef de l'État. Ce que je peux faire, par contre, en tant qu'analyste politique, en tant que Congolais, c'est un bilan global de tout ce qu'ensemble nous avons pu faire ces 7, 8, 9 dernières années. La République démocratique du Congo, à la suite, si vous voulez, de la chute du maréchal Mobutu, s'est retrouvé dans une situation catastrophique. Un État éclaté, des institutions déliquescentes, et le choix qui avait été opéré par l'ensemble des acteurs politiques de l'époque, c'était de se retrouver. Nous parlons ici du dialogue intercongolais et de déterminer un cap qui devait permettre au pays de retrouver une certaine ligne de redressement à travers l'accord global inclusif, une transition avec un certain nombre d'objectifs, une armée qu'il fallait reconstruire, une administration à reconstruire, la réunification, la reconstruction, la réconciliation nationale, des élections démocratiques et finalement la viabilisation de la République démocratique du Congo. Premières élections 2006, deuxième 2011, nous allons donc finalement vers une période charnière. Cette période charnière, c'est celle où les uns et les autres, dans leurs responsabilités, devront évaluer l'action qui a été la leur. Le président de la République et tous ceux qui gouvernent, nous dorénavant y compris, notre bilan sera un bilan des gestions. À ceux qui n'ont pas participer à l'action publique en termes de gouvernement, leur bilan à eux, c'est un bilan d'accompagnement et d'encadrement. Parce qu'on est quand même dans un pays où, qu'il s'agisse de la majorité ou de l'opposition, à travers les textes, finalement, chacun de nous, à travers le service public qu'il rend, est rémunéré. Les partis d'opposition sont à l'Assemblée nationale, sont au Sénat, sont dans les assemblées provinciales. Certains ont même dirigé des exécutifs provinciaux et à tour de rôle, certains ont fait partie de différents gouvernements. Donc il y a une responsabilité collective et un bilan collectif à faire. Ce bilan, il est positif sur le plan, si vous voulez, de l'enracinement du processus démocratique et de l'irréversibilité de la démocratie dans les mœurs de la République démocratique du Congo. Il est positif dans l'évolution, le trend ascendant des indicateurs macroéconomiques. Nous sommes quand même, depuis bientôt 10 ans, dans un trend ascendant. Le Germain Kambinga d'hier, oui. Votre discours par rapport au bilan que vous venez d'établir, c'était pas le même. Aujourd'hui, vous reconnaissez quand même que le bilan reste partagé, c'est-à-dire même ceux de l'opposition qui n'ont jamais géré, etc. Aujourd'hui, ils sont quand même responsables de quelques faits négatifs ou positifs qui sont arrivés moi, j'aime bien, au pays. Ce qui peut paraître dommage, c'est qu'effectivement, l'ère du numérique ne nous permette pas encore, l'ère du numérique ne soit pas encore tout à fait inscrit dans l'ADN journalistique des Congolais. Parce que ce qui serait intéressant dans ce type de débat, c'est effectivement de retrouver des images où
vous comparez ce que je dis aujourd'hui à ce que je disais il y a 1 an, à ce que je disais il y a 2 ans. Vous pensez que vous restez dans la même ligne? Je reste dans la même ligne. Je dis tout à fait la même chose. Je dis, il y a des efforts, il y a du résultat, mais que nous devons tous nous mettre au travail et faire beaucoup mieux. Le ton, il est moins critique, dans la mesure où, aujourd'hui, le maçon va être jugé au pied du mur. J'ai parlé. Le chef de l'État considérait qu'en tant que jeune Congolais, avec des idées, je pouvais servir mon pays et il m'a donné un ministère. Ça, ce n'est pas un problème. Responsabilité. On revient en responsabilité. Donc ça veut dire quoi? Il reste partagé, opposition, etc. Ça veut dire qu'en réalité, oui, le discours, il est le même, mais il a également un devoir d'évolution et d'adaptation par rapport aux situations, sans pour autant se renier. Maintenant, la responsabilité des uns et des autres, elle est fondamentalement engagée. Nous sommes aujourd'hui dans des débats, on parle de glissement, on parle de dialogue, on parle d'élection, on parle de responsabilité des uns et des autres. Allons-y point par point. Le glissement, si on devait finir par le constater, c'est qui le responsable? Oui. Vous croyez que c'est le président de la République? Vous croyez que le président de la République s'est réveillé un matin et il a décrété qu'il y aura un glissement au Congo, si cela devait se confirmer? Mais reprenons l'histoire de notre pays. Les problèmes viennent d'où? Moi, j'étais député national il y a encore quelques temps. Je me souviens qu'on avait eu un débat où j'avais pris la parole, justement, pour expliquer que le chemin que nous empruntions en condamnant la CENI de l'époque, de Ngoï Mulunda, et en proposant la création d'une nouvelle CENI avec de nouveaux animateurs, n'était pas une solution à la problématique. La société civile s'est levée. En dépit de tout ce qui est arrivé en 2011, M. Oui, Kambinga. Ce n'était pas forcément une solution. Parce que, aujourd'hui, Barbara Nzimbi, qui organise l'élection constitutionnellement, qui est responsable de l'organisation des élections, ce n'est pas le gouvernement. Le chef de l'État ne peut pas répondre de cela. Il n'y a aucun texte dans notre pays qui donne comme responsabilité de l'organisation des élections le gouvernement ou le chef de l'État. La Constitution parle de la Commission électorale nationale indépendante. Une structure ad hoc, indépendante, qui a cette responsabilité. Si une institution peut être attaquée du point de vue du droit, il n'y a que celle-là. Dans d'autres pays, au Gabon, en France, dans beaucoup de pays, la responsabilité, elle est gouvernementale parce que l'élection, elle est organisée par le ministère de l'Intérieur. Mais aujourd'hui, la responsabilité n'est pas gouvernementale. En dépit de ce que la CENI dit, aujourd'hui, la CENI rejette la responsabilité. Repartons à l'origine. Oui, allez-y. Hein. Repartons à l'origine du problème. La société civile s'est levée et a considéré que la solution à tous les problèmes posés au lendemain de l'élection de 2011, c'était qu'il y ait à la tête de la CENI un membre de la société civile. Et tout le monde s'est engouffré là-dedans. J'ai dit à l'Assemblée, et je l'ai rappelé, qu'en 2006, c'est bien la société civile qui dirigeait la CENI et que ça n'avait pas résolu le problème. J'avais proposé un retour à la normalité, que le ministère de l'Intérieur assume la plénitude de ses attributions comme dans tous les autres pays et que les mécanismes de surveillance soient mis en place pour que les choses se fassent dans la transparence, parce que de toute façon, l'expérience nous a prouvé que ce n'est pas une structure ad hoc qui, si vous voulez, blanchit les organisateurs de tout soupçon. Personne n'avait compris cette intervention. Je suis même allé plus loin. J'ai dit on peut séparer les choses. Laisser l'organisation logistique. Ça veut dire la problématique logistique au gouvernement à travers une direction qui serait créée au niveau du ministère de l'Intérieur. Et la problématique organisationnelle à ces structures ad hoc. Personne ne nous a suivis. On a tout remis comme à l'identique. Ça veut dire on a déshabillé Saint-Pierre pour habiller Saint-Paul. On a mis une nouvelle structure dans laquelle chacun des partis d'opposition a, de manière volontaire, envoyé un représentant. Élargi aujourd'hui, on a juste ajouté une plénière, en fait on a créé une structure avec plus d'emplois. C'est la même chose hein, qu'en 2011. Exactement. On a connu ce qu'on a connu. On a juste fait perdre quelques mois de plus qui, en termes de programmation, se traduisent par des années. Résultat, cette nouvelle CENI devait se réorganiser. Ce faisant, on avait déjà allongé les délais. Cette même CENI commence à travailler, elle est arrêtée. Parce que l'opposition
fait volte-face. Tous ces atermoiements combinés nous ont conduit aujourd'hui à la situation dans laquelle nous nous retrouvons. Pensez-vous que les différentes démarches de l'opposition pourraient faire une pause à la CENI? Mais je vous pose une question. Au processus ou au fonctionnement de la CENI? Je vous repose la question. On peut s'interroger tous les deux. Alors, cette CENI qui s'installe fin 2012, le temps de se mettre en place, qui commence à travailler, quand est-ce qu'elle organise les élections provinciales? Quand est-ce qu'elle organise les élections sénatoriales? Quand est-ce qu'elle organise tous les arriérés électoraux? Quand est-ce que finalement elle se met toute prête pour organiser les élections présidentielles et législatives? C'est une accumulation, si vous voulez, de choses. Nous avons mis la poussière sous le tapis, avons oublié simplement que cela n'avait pas tout à fait nettoyé la maison. Et c'est l'agrégation de toutes ces décisions incohérentes qui aujourd'hui nous retombent dessus. Nous nous retrouvons dans quelle situation? Monsieur le ministre, on a des gouverneurs qui ne le sont plus depuis des années, normalement, des assemblées provinciales, nous avons... le Sénat, etc. Voilà. Mais monsieur le ministre, on va évoluer. L'opposition au sein de la commission tripartite à la CENI a formulé quand même quelques propositions à la CENI, mais cette opposition accuse la CENI justement de ne pas manifester une volonté d'organiser les élections dans le délai mais tout cela, constitutionnel au regard du respect du calendrier. Mais moi, je ne peux pas défendre la CENI, ni défendre ceux qui... Non, votre point de vue, c'est tout. Mon point de vue, il est tout simple. Vous l'avez eu lorsque j'étais député, c'est que la formule proposée et par la majorité et par l'opposition qui aboutit à un consensus de la mise en place de la CENI telle structurée ne résolvait pas le problème. Résultat, nous aujourd'hui, tout est biaisé, finalement. Mais il y a des problèmes sérieux. D'où la nécessité de mettre bas la terre, de s'asseoir et de redéterminer un cap. Parce que ce qui est en jeu ici, c'est la paix, c'est la stabilité. Nous nous rendons compte que c'est une agrégation, une accumulation de décisions prises de part et d'autre. Les représentants de l'opposition qui sont dans la CENI, qui les a envoyés, ce n'est pas un décret du chef de l'État, c'est les partis volontairement qui ont considéré... Mais ce ne sont pas ces gens-là qu'on a envoyés qui posent problème aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est des moyens, etc. Ce sont des raisons avancées par la Commission électorale nationale indépendante. Donc la responsabilité revient au gouvernement. C'est le gouvernement qui incombe cette responsabilité, monsieur le ministre. Non, là, vous vous trompez d'analyse. Allez-y. Vous inversez la causalité. Ce que vous dites, c'est que en ayant fait le choix de rester dans la formule ad hoc d'une structure, comme toutes les autres structures, comme mon ministère, la CENI se retrouve en difficulté. Parce que, comme toutes les structures de l'État, l'Assemblée, le Sénat, l'armée, le ministère de l'Industrie et tous les autres, nous émargeons tous par un mécanisme bien établi au même budget, dans lequel se trouvent de nombreuses priorités. Quand arrive un document, si vous voulez, de la CENI, au même moment arrive un document des affaires étrangères, au même moment arrive un document de l'armée. Donc vous voyez, dès lors que vous vous inscrivez dans ce circuit-là, les règles... plus c'est quoi les priorités, la priorité. Exactement. Donc voilà pourquoi il était nécessaire, dès le départ, quand il y a eu cette volonté de l'opposition et de la majorité de reformer la CENI, il fallait revoir également ces mécanismes-là. Ces mécanismes n'ont pas été revus. Mais aujourd'hui, intellectuellement, je trouve que c'est trop facile de considérer que c'est forcément de la responsabilité du président de la République. Personne ne nous a obligés, nous députés, à mettre en place cette nouvelle CENI en gardant les mêmes mécanismes. Les mécanismes budgétaires traditionnels sont contraignants. C'est des questions qu'il aurait fallu résoudre en amont, avant que la CENI, nouvelle... Donc, nous n'avons rien fait, en réalité. La vérité, c'est ça. C'est qu'il n'y a... On revient à ce que vous avez dit, finalement, la responsabilité... Elle est partagée. Totalement. De tous bords, finalement, c'est-à-dire l'opposition, la majorité. Si j'ai tort, si je me trompe, je regarde chacun des Congolais en face, qu'on me dise, quelle différence il y a aujourd'hui entre la Commission électorale nationale indépendante dirigée par l'abbé Malou Malou et son nouveau bureau et la Commission électorale nationale indépendante dirigée par Ngoï Mulunda. Qu'il s'agisse de la composition, à part l'ajout de la société civile, mais pour le reste, quelle est la différence de manière fonctionnelle? Quelle différence il y a? Et pourtant, nous,
opposition, nous avons été partie prenante également. Mais M. Kambinga, si on garde la même CENI ou le même mode de fonctionnement avec Ngoï Mulunda, les élections se sont organisées quand même dans le délai constitutionnel. Pourquoi ils ont fait ça vite? Parce que le président de la République allait se représenter. Absolument Maintenant, pas. vous prenez tout votre temps, vous avancez des raisons financières, etc. pour permettre au président de la République de rester. Non, vous travestissez l'histoire. Allez-y, parce que vous avez dit c'est le même. Exactement. Oui. C'est le même système. Avec ces tares. Une des premières tares, c'était de soumettre à la volonté, si vous voulez, et des humeurs non prospectives, parce que souvent nos décisions ne sont pas prospectives, les choix opérationnels qui conditionnent l'avenir de la nation. Ngoï Mulunda, souvenez-vous des débats, il avait bien exigé un délai supplémentaire pour organiser des élections. Il avait même proposé le découplage, il avait proposé un certain nombre de schémas qui ont tous été refusés par... Et pourtant il avait raison, selon vous? Dites-le, monsieur le ministre. Mais à la suite des élections... il avait raison. Eu égard aux contestations, qu'est-ce qui s'est passé en réalité? Nous étions tous pris secteur politique, parce que certains considéraient que Tshisekedi avait le vent en poupe, non pas pour que Tshisekedi soit élu, mais pour que eux soient élus députés. Il fallait que les élections se fassent à ce moment-là, sachant que par l'émotion et l'attraction du peuple, ils auraient un mandat. D'autres considéraient que c'était le moment, en espérant certainement que, de par une précipitation de l'élection du chef de l'État, des moyens pourraient être disponibilisés pour leur propre campagne. Mais c'est ça le malheur de la politique. On a pris des décisions hâtives. Mais c'est qui gère le pays, monsieur Germain Kambinga? C'est qui gère le pays aujourd'hui? C'est monsieur le président de la République. Mais le président de la République... C'est lui qui incombent toutes ces différentes responsabilités. Tout ce qui arrive au pays, c'est lui, monsieur Germain Kambinga. Ce n'est pas vrai. Il ne faut pas dire cela. Il ne faut pas dire que tout ce qui arrive... Le président de la République a une responsabilité plus importante que les autres. C'est laquelle? C'est celui d'être le garant de la nation et du bon fonctionnement des institutions. Mais c'est également une institution qui est soumise... La CENI est une institution aussi, même si elle est indépendante. Je vous donne un exemple. La CENI vous dit aujourd'hui, ou hier, je dois découpler les élections. Découpler les élections. Toute la classe politique se lève et dit non, jamais. Si vous faites ça, c'est que vous faites le jeu du président de la République. Ok, on y va. Alors, la responsabilité du chef de l'État. Imaginez un seul instant que le président de la République, à qui vous donnez des pouvoirs omnipotents, ici, dise non, je n'écoute pas toute l'Assemblée nationale, tout le Sénat, je n'écoute pas toute la classe politique, je découple. Qu'est-ce qu'on aurait dit? On aurait dit effectivement qu'il y a un abus de pouvoir. Le président de la République a d'énormes pouvoirs, c'est une certitude, mais il ne peut pas agir en vase clos. Certaines décisions s'imposent, même au chef de l'État, dès lors que l'Assemblée nationale, dès lors que la classe politique prend une orientation. Lui, son rôle, c'est ce qui se passe aujourd'hui, c'est, constatant tout cela, d'essayer d'arrondir les angles. Monsieur Kambinga, vous déchargez un peu Joseph Kabila de ses responsabilités. Aujourd'hui, on doit comprendre que s'il y a glissement aujourd'hui, et l'opposition a une part des responsabilités, et la majorité aussi, c'est ce que les populations doivent comprendre. Barbara Nzimbi, la politique, nous devons la faire en ayant à l'esprit un devoir de sincérité et de vérité. C'est trop facile de se dédouaner. Je vous ai retracé un certain nombre de faits. Ça, l'histoire n'efface pas cela. C'est trop facile de considérer. Oui, admettons que de manière tout à fait machiavélique, Joseph Kabila, le politicien, ait eu l'intention d'opérer un glissement. Et admettons, le raisonnons par l'absurde. Je crois qu'on l'y a beaucoup aidé quand même. C'est ce que je veux dire par là. Si c'était ça la vérité. Même l'opposition aussi. Si c'était ça la vérité, parce que des actes ont été posés. Et vous aussi, vous étiez dans l'opposition, donc vous l'aviez aidé aussi. Parce que vous étiez là aussi à l'opposition. Vous étiez là parmi. Vous l'avez aidé aussi, vous avez aidé aussi le président de la République à pouvoir glisser. En politique, on pêche par action, on pêche aussi par omission. J'avais un avis contraire, je l'ai exposé, mais il y avait un devoir de solidarité de groupe qui fait qu'aujourd'hui les résultats sont là. Ce que je dis, c'est que lorsque le président de la République aujourd'hui, par deux fois, d'abord à travers les concertations nationales, aujourd'hui par cet appel au dialogue,
précède les événements, fait une analyse panoramique et prospective de la situation et dit, en tant que garant de la nation, compte tenu de la situation globale, compte tenu des impératifs que je vois arriver, parce que je veux préserver la paix, parce que je veux préserver les acquis démocratiques, parce que je veux donner une chance à mon pays pour que l'avenir soit un avenir de prospérité et non de menace, qu'on s'asseye encore, qu'on discute, qu'on balise l'avenir. Il est dans son devoir. Et lorsqu'un homme fait cela, lorsqu'on fait ainsi, nous devons avoir la modestie de nous demander, est-ce que nous ferions la même chose? Moi, je considère qu'en toute honnêteté, c'est un choix judicieux qui est opéré par le chef de l'État, celui de précéder les événements et de préserver ce qui peut encore l'être. C'est de dire, la responsabilité de l'avenir de ce pays, c'est M. Kabila, c'est M. Tshisekedi, c'est M. Kamere, c'est M. Bemba, c'est M. Kambinga, c'est tous les acteurs politiques. Mettons-nous autour d'une table, comme nous l'avons fait. Il faudrait dialoguer. Donc, mais on a déjà dialogué dans des conditions plus difficiles. Lorsque le pays était divisé par des rébellions, chacun avait son armée. Je suppose que c'était autrement plus difficile qu'aujourd'hui où il n'y a plus de rébellion. Ça veut dire que si on a pu le faire dans le passé pour préserver les acquis, nous pouvons le faire. C'était dans un contexte différent que celui-ci. Aujourd'hui, 2016, s'il vous plaît. Aujourd'hui, non, pire, mais c'était quand même un contexte où les uns et les autres devaient quand même donner leur point de vue. Voilà, exactement. Aujourd'hui, le président de la République est arrivé à la fin. Le président de la République doit laisser le bâton, il doit partir en 2016. C'est ça le problème aujourd'hui. C'est ce que les opposants veulent aujourd'hui. Ils veulent que le calendrier soit respecté. C'est aujourd'hui ça le problème aujourd'hui. Mais je suis d'accord avec vous. Ce n'est pas en disant Il est différent avec le contexte passé. Non, cette question vous la reposez tous les jeudis quand vous recevez tous les vendredis. Oui. Donc il n'y a rien de nouveau dans ce que vous faites comme proposition ou constat. Tout le monde sait que la Constitution dit ceci. Tout le monde sait également que, au-delà de tout cela, si il y a un débat, si aujourd'hui même l'UDPS, parti radical, considère que il faut... L'UDPS n'est pas au-dessus de la Constitution. Je suis d'accord, mais la Constitution, madame, de la République démocratique du Congo, ne concerne pas que l'élection du chef de l'État. Prenons une hypothèse, une autre hypothèse d'analyse. Admettons que ce pays, cette démocratie, n'est démocratie que s'il y a l'élection du chef de l'État. Ok? On arrête tout, on dit, les provinces, c'est pas grave, les élus provinciaux, les sénateurs, tout ça, on n'organise qu'une élection avec les moyens qu'on pourra mobiliser, celle du président de la République. Le président Joseph Kabila, effectivement, passe le bâton dans ce contexte-là. Qu'est-ce que nous avons fait? On croit vous croyez qu'agissant ainsi, on aura résolu un problème? Parce que qu'est-ce que nous aurons fait? Nous aurons élu un président qui, dès le moment où il va prendre ses fonctions, va se retrouver face à deux dilemmes. Le premier, c'est la violation permanente de la Constitution. Le deuxième, c'est une gouvernance électoraliste. Violation permanente de la Constitution, c'est quoi? C'est de considérer, par exemple, qu'effectivement, on n'a pas les moyens, à court terme, d'organiser toutes les autres élections. On légifère, on nomme des gouverneurs, ou je ne sais pas quelle autre procédure pourrait être choisie. Ensuite, on laisse les députés provinciaux de 2006 continuer, on nomme les élus locaux et tout ça. Les députés de 2011 continuent leur mandat et tout ça, parce que l'essentiel finalement c'est l'élection du président, n'est-ce pas? Et on gouverne comme ça. La majorité, conformément à la Constitution qui doit constituer le gouvernement, reste l'ancienne majorité. Aucun bilan n'aura été tiré parce que notre Constitution c'est un calcage parfait de la 5e République française qui est le résultat de 300 ans de lutte. Nous c'est 10 années d'exercice, mais on est au même niveau forcément puisque c'est ça l'analyse. Et voilà le premier choix, celui de la violation permanente de la Constitution. Deuxième choix, c'est celui d'une gouvernance électoraliste. C'est de dire, il est élu ce président et il aura 5 ans pour organiser des élections. Il ne fera plus de développement, il ne protégera pas l'intégrité du territoire national, il ne fera plus rien d'autre parce que dès lors qu'il est élu, le premier impératif c'est organiser les élections provinciales ou législatives, disons législatives, pour avoir une majorité et former un gouvernement. Et entre-temps, on gouverne comment? Entre le moment où il est nommé et au moment où on organise ces élections. Ensuite,
la gestion, elle est régionalisée avec des gouverneurs. Aujourd'hui, nous sommes déjà dans un schéma de 26. Il faut organiser ces élections provinciales. Ça prend encore une année. Ensuite, puisque vous avez dit que les élections locales doivent se faire après, on rentre dans l'élection locale. Ça voudra dire quoi? Ça voudra dire qu'on aura déshabillé Saint-Pierre pour habiller Saint-Paul. Ça voudra dire qu'on n'aura résolu aucun problème. On aura simplement accumulé, reporté. Ce n'est pas, madame, en procrastinant en permanence face à la réalité que nous allons résoudre les problèmes de ce pays. Je vous ai présenté les deux schémas pour vous dire que le problème tel que vous le posez est un problème qui est mal posé. Le problème aujourd'hui est celui de savoir est-ce que et comme quelqu'un le dit, un problème qui n'a pas de solution, c'est un problème mal posé, c'est bien exactement. Ça. Moi, mon point de vue, en tant que Congolais, en tant qu'acteur politique, c'est de dire quoi? C'est de dire, nous avons fait un choix durant le dialogue intercongolais, et c'est ce choix qui nous guide jusqu'aujourd'hui. Nous arrivons à une période particulière de l'histoire de notre pays, où nous devons pouvoir évaluer. Est-ce que les objectifs que nous nous sommes assignés durant le dialogue intercongolais, qui a accouché de la Constitution, qui a accouché des premières élections et de tous les processus sur lesquels nous nous accrochons aujourd'hui. Est-ce que nous avons atteint les objectifs? C'est quoi le prochain cap? On peut considérer que c'était un cap de 10 ans. C'est quoi le prochain cap? C'est un choix de responsabilité. Nous pouvons y arriver. L'histoire de notre pays nous enseigne que le Congo n'est jamais aussi fort que lorsque ses enfants s'asseyent autour d'une table. Les grandes avancées de notre pays ne sont pas des avancées électoralistes. À chacune des élections, le pays a été divisé. À chacune des guerres, le pays a perdu. Mais à chacune des rencontres entre Congolais, le pays a gagné. Table ronde, conférence nationale, dialogue intercongolais, concertation nationale. Peut-être que c'est ça la liturgie politique. On va évoluer. Monsieur Kambinga, vous savez, vous venez de le dire d'une manière indirecte, peut-être. Quelques acteurs politiques viennent aussi dire la même chose. Le Sénat a glissé, les assemblées provinciales, non, etc. Bon, vous n'avez pas dit ça. Fait la démonstration de l'importance de chaque institution. Mais justement, le Sénat a glissé, et ben c'est constitutionnel. Hein, c'est-à-dire que il y a un article de la Constitution qui le dit. Lorsque l'ancienne institution, la nouvelle institution n'est pas encore mise en place, l'ancienne, elle peut là pour combler le vide juridique. Oui, c'est vrai. Le président de la République, le président de la République, qui est aussi une institution, bien évidemment. Oui, il peut aussi glisser, mais c'est constitutionnel. Mais pourquoi est-ce que le Sénat n'a pas eu besoin de dialoguer et que le président de la République veut dialoguer? Est-ce qu'il se reproche finalement de quelque chose? Est-ce que ce glissement-là a été volontaire vu qu'il est dans la Constitution et qu'il n'a pas voulu ce glissement-là, M. Kambinga? C'est là que se trouve la frontière entre un homme d'État et un homme politique. Lorsqu'on est au niveau de responsabilité, qui sont celles du président de la République, on ne peut pas se contenter de ne regarder que sa propre situation. Parce que de ses choix, de sa vie, de ses décisions dépendent la vie de millions de Congolais. À plusieurs étapes finalement du destin de notre pays, la paix et la sécurité ont été garanties ces 10 ou 15 dernières années par les choix opérés par Joseph Kabila. Et je crois qu'on se retrouve encore à un de ces moments de l'histoire de notre pays où, une fois de plus, ce sont ces choix et ces décisions qui vont déterminer. Je m'explique. Lorsque le président de la République, Laurent Désiré Kabila, a été assassiné, la paix où l'avenir du Congo était déterminé par les choix que Joseph Kabila devait opérer. Accepter ou pas le dialogue de l'époque. Le pays était totalement divisé. On était à 2 doigts d'une balkanisation définitive. Je crois finalement que ce sont les choix qu'il a opérés à l'époque qui nous ont permis de nous réunifier. Avec d'autres, certainement. On était au bord de la balkanisation. Il a accepté le dialogue, il a accepté Ketumile Massiré comme médiateur international. Il y a un certain nombre de décisions comme ça prises qui ont permis cela. Les autres ont également accepté, finalement. C'est la convergence de toutes ces décisions qui ont permis le dialogue intercongolais. En 2006, une fois encore, le destin de ce pays était entre ses mains. Et
Je crois que finalement, par un certain nombre de choix qui n'étaient pas forcément évidents, nous-mêmes nous y étions opposés. Parce que les institutions se sont mises en place, parce que les députés ont trouvé un cadre d'expression et autres, ça a permis de faire avancer les choses dans une plus ou moins grande stabilité. En 2011, la même chose, les choses ont commencé un tout petit peu à se dégrader, et puis il y a eu encore cet appel à la concertation. Je crois que effectivement, une fois de plus, il a conscience de cela, le chef de l'État, que en bien ou en mal, le destin de la République repose fondamentalement sur sa capacité à résister au champ des signes, à la précipitation et aux analyses toutes faites. Donc Joseph Kabila est un homme d'État. Parce que vous avez commencé votre raisonnement par le parallélisme entre un homme politique et un homme d'État. Exactement. Lorsque, à 2 reprises, en moins de 3 ans ou 4 ans, je ne pense pas qu'il y ait beaucoup... On a tous fréquenté les hautes sphères, des hommes d'importance. Lorsqu'à 2 reprises, en moins de 2 ans, le président de la République retend sa main, je ne peux pas avoir autre chose que la modestie en tant qu'acteur. Pendant qu'il est en fonction. Il le fait 2 fois. Mais c'est trop facile de considérer que c'est parce qu'il peut rester, mais il peut aussi chercher à rester. Il se reproche de rien du tout. Écoutez, il se reproche de rien du tout de ce qu'on dit en 2011, qu'il n'a pas été élu et tout. Il a procédé par des procédures. Non, mais il est allé. Non, mais j'ai l'impression que c'est une histoire. Il se reproche de rien du tout. Mais lorsqu'il l'a fait en 2001, il se reprochait de quoi? Lorsqu'il a fait en 2011, il se reprochait de quoi? Lorsqu'il a fait en 2006, il se reprochait de quoi? Lorsqu'il a fait en 2014, avec le gouvernement de cohésion nationale, il se reprochait de quoi? Non, c'est une compréhension de l'espace politique et des enjeux. C'est de dire, je ne peux pas en même temps être en train de me battre militairement pour que ce pays soit maintenu, et ouvrir en permanence d'autres fronts sur le plan politique. On a des guerres plus importantes, celles qui conditionnent l'avenir de notre pays, la vraie guerre, celle qui se fait à l'est de notre pays, en permanence, pour que les frontières soient maintenues. On a des vraies guerres, celle qui est économique, l'augmentation des richesses nationales. Je crois que le chef de l'État fait à chaque fois le choix de considérer qu'au niveau politique, on peut travailler dans le sens d'une plus grande cohésion. Si cela est un choix pour permettre au pays de rester en paix, à de nouvelles entreprises de s'installer, à des jeunes Congolais de trouver de l'emploi, oui, chacun de nous doit pouvoir l'assumer, sans se renier. L'assumer sans se renier. Parce que, vous savez, si vous voulez rester au pouvoir, vous pouvez faire autre chose aussi que dialoguer. Vous pouvez faire autre chose. Parce que, jusqu'à preuve du contraire, il reste le chef d'État, chef suprême des armées, magistrat suprême. Et je n'ai jamais vu... Mais c'est ce que les gens ne comprennent pas. Il reste chef d'État, il veut dialoguer à tout moment, et puis voilà, qu'est-ce qui se cache derrière, finalement Non, c'est un choix. Si on ne comprend pas cela, c'est qu'on n'est pas prêt à prendre la place de Joseph Kabila, c'est qu'on est un danger pour ce pays. Si on ne comprend pas que lorsqu'on dirige 70 millions d'habitants dans un territoire de 2 345 km², qu'on dirige un pays qui a une histoire dramatique, qu'on dirige un pays convalescent de processus électoraux difficiles, de convulsions guerrières politiques, de guerres intestines, si on ne comprend pas que pour diriger un pays comme celui-là, il faut avoir une politique de la main tendue et de l'ouverture permanente, ce qu'on ne peut pas diriger le Congo, ce qu'on vient pour mettre les vies innocentes en danger. Et je crois qu'à cet égard, le président de la République nous donne une grande leçon de démocratie, parce que les dictateurs ne s'embarrassent pas de ce type d'approche. Monsieur Kabila, justement, vous avez fait allusion à l'UDPS qui est d'accord pour dialoguer. Finalement, d'abord, on va parler d'abord de la proposition de l'UDPS par rapport au médiateur international, et le président de la République, d'une manière indirecte, lors de son discours du 30 juin, avait dit qu'il ne voulait pas de l'ingérence, etc., et que ça devait se passer entre Congolais. Votre point de vue là-dessus? Mais alors, vous remettez de l'eau dans mon moulin, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est ce même président de la République qui, à chaque fois, fait preuve de renoncement et d'humilité pour mettre en avant l'intérêt supérieur de la nation. Parce qu'en fait, le message, il est tout simple, c'est de dire, moi, mon point de vue en tant que nationaliste, président de la République, c'est de dire, on peut régler ça entre nous. Mais puisque vous, Congolais comme moi,
vous considérez qu'il faut... Mais l'UDPS n'est pas d'accord, hein? L'UDPS ne fait pas confiance peut-être. Non, peu importe. Retenez, vous savez, il ne faut pas être comme dit l'adage chinois, le sot. On lui montre la lune, il regarde le doigt. Non, il y a un message de fond là-dedans qu'il faut pouvoir retenir. Vous avez bien dit que le chef de l'État dit que lui, en tant que nationaliste, un des descendants de Lumumba, de par l'histoire et l'éducation qu'il a reçue de son père, dit, alors nous travaillons entre Congolais. Vous vous dites, non, nous ne vous faisons pas suffisamment confiance, on veut qu'il y ait une médiation, un facilitateur ou un accompagnateur extérieur. Ce même chef de l'État, semble-t-il, évolue de vous et de lui, qui fait preuve d'humilité et de grandeur. C'est celui qui, au nom de l'intérêt supérieur de la nation, considère que, puisque c'est ce que certains pensent, je peux l'accepter parce que ce qui est plus important que les convictions idéologiques, c'est le résultat en termes de cohésion, en termes de perspectives positives pour mon pays. Lorsque cela est mis sur la table. Vous savez, même nous, qui pendant plus de 7 ans avons fait de l'opposition, nous sommes reconfortés dans les choix que nous avons opérés d'accompagner la reconstruction de notre pays. Vous ne regrettez pas d'avoir trahi le sénateur Bemba? Aujourd'hui, juste une petite question, parenthèse, monsieur Kambinga, est-ce qu'aujourd'hui, finalement, vous savez, parce que quand vous êtes allé aux concertations nationales, le sénateur Bemba était d'accord, justement, il était d'accord que vous puissiez aller là-bas et il savait que ça allait aboutir au gouvernement de cohésion nationale. Finalement, aujourd'hui, qui a trahi l'autre? Parce que c'est le mot trahison qui circule, monsieur Kambinga. Qui a trahi l'autre? Ça, c'est, vous savez, dans notre pays, on nous a appris que faire la politique, c'était insulter le président de la République pour être célèbre. On nous a appris que pour être un véritable opposant, il faut être un militant qui suit. On nous a appris dans ce pays que pour avoir le pouvoir, il faut aller dans les ambassades. On nous a appris, je parle des gens de ma génération, que dans ce pays, il faut appeler les grands présidents vieux. Vous voyez, c'est ce qu'on nous a appris. Donc votre génération n'a pas une bonne culture politique finalement. Et moi, c'est ce que vous voulez insinuer. Et moi, je dis ceci. Je dis c'est faux. C'est faux. Et je veux en être la démonstration. Je crois qu'avec une indépendance d'esprit, l'intérêt du Congo en avant, on peut se faire sa place dans l'espace politique si le choix qu'on a fait est celui de faire Répondez de à la politique. question, Germain Kambinga. Ça veut dire quoi? Il accepte que vous allez à la concertation nationale et après... ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on nous a appris, par exemple, aussi qu'au Congo, il faut être dans l'outrance. Des termes comme vous, trahison. Vous m'avez déjà entendu... dire du mal du sénateur Jean-Pierre Bemba, le président du mouvement. On ne parle pas de ça, on parle des concertations nationales. Parlons des choses substantielles. Il était d'accord. Et après, qu'est-ce qui s'est passé? La trahison, elle consiste en quoi? Lorsque dans un parti, il y a des divergences qui s'installent, il faut attendre le moment de la réconciliation. Ça, c'est mon point de vue. Il y a eu des divergences, mais à partir du moment où fondamentalement les uns et les autres savent qu'il y a des choses plus profondes qui nous lient les uns aux autres, attendons que, au-delà de la chaleur qui est de la lumière qui émerge, et on saura... Germain Kambinga, vos électeurs voudraient comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Mes électeurs doivent comprendre une seule chose. Oui, mais qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'il a accepté que vous puissiez aller là-bas. Qu'est-ce qui s'est passé? Jusqu'aujourd'hui, personne n'a plus rien compris. Barbara Nzimbi. Oui. Retenez-le, je ne louvoie jamais. Je ne prends jamais des décisions la nuit que je n'assume pas la journée. Je suis ministre de la République. C'est une décision de politique d'abord, mais aujourd'hui, je serai jugé au résultat. Je dis à mes électeurs qu'ils m'ont donné un magistère. Je viendrai leur présenter le bilan et j'expliquerai chacun de mes choix. Mes choix. Mais vous ne voulez pas expliquer maintenant sur mon plateau? Mais c'est ce que je fais. C'est ce que j'ai fait tout au long de l'émission. Je vous ai démontré que nous sommes tous responsables. À partir de là, nous devons tous contribuer à corriger les choses pour que le pays ne sombre pas dans le chaos. Lorsqu'en tant que député de la République, nationale ou provinciale, on gagne des dizaines de milliers de dollars par mois, opposition ou majorité, on est responsable de ce que le Congo doit devenir demain. Nous ne serons pas exemptés si demain
les bonnes décisions ne sont pas prises et que le Congo se retrouve dans la situation de 1997 ou 98 ou 2000 avec des factions armées partout. Aujourd'hui, des entreprises commencent à s'installer. Vous en doutez peut-être, mais vous comprendrez les bénéfices formidables que nous allons collecter demain si l'économie continue à prospérer, si la croissance, le cadrage macroéconomique, les finances publiques continuent à être tenues. Mais pour y arriver, nous devons avoir conscience d'une seule chose. Monsieur Kaminga, vous ne répondez toujours pas à la question. Hein, laquelle? Vous ne répondez toujours pas à la question. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? C'est ça notre problème. Sur quoi? Jean-Pierre Bemba a accepté les concertations nationales. Oui. Vous êtes allé là-bas et après vous rentrez au gouvernement et puis vous n'êtes plus dans le MLC. Qu'est-ce qui s'est passé? Non, d'abord ça c'est une affirmation qui n'est pas totalement vraie. Oui. Moi je considère qu'en réalité il y a un problème entre différents hauts cadres du mouvement de libération du Congo. Nous sommes allés aux concertations, nous avons décidé d'accompagner la mise en œuvre des résolutions des concertations, le gouvernement avec l'aval du sénateur Bemba. Tout à fait, le gouvernement est sorti et visiblement cela a posé problème. Maintenant, une partie du collège de fondateurs très importante a considéré que les choix qui avaient été faits étaient les meilleurs, une large partie du comité exécutif la même chose, mais une autre a considéré qu'il n'était pas question. Maintenant, nous nous retrouvons au cœur d'un véritable schisme, ce qui n'avait jamais été le cas au sein du mouvement de libération du Congo. En tant que haut cadre, je constate qu'il y a un problème. Et mon seul souhait, c'est qu'à un moment donné, des explications puissent avoir lieu entre ceux qui sont au gouvernement et ceux qui n'y sont pas, pour qu'on harmonise et que nous sachions effectivement comment aborder l'avenir. Je ne pense pas qu'aujourd'hui consacrer une séparation, parce que finalement, le sénateur Jean-Pierre Bemba, là où il se trouve, il n'est pas toujours évident pour lui d'avoir la pleine mesure, si vous voulez, des réalités qui se passent ici, les conflits interpersonnels, les conflits. Mais il a pris quand même la décision. Hein. Peu importe, mais la vraie décision, celle qui comptera, c'est le jour où les uns et les autres, face au président national, exposeront, diront quels sont... Le président national de votre parti ou du MLC? Non, du MLC. Quelle que soit la faction dont vous parlez, il n'y a qu'un seul président. Et je crois même que Thomas Louaka lui-même l'a reconnu, que même lui, il avait comme président le sénateur Jean-Pierre Bemba. Mais apparemment, le sénateur Bemba n'en veut pas. Ça, c'est vous qui le dites. Moi, je ne vais pas m'avancer. Moi, j'attendrai le jour où le sénateur Jean-Pierre Bemba sera tout à fait libre. Vous êtes toujours en contact avec lui? Non, malheureusement. Non, malheureusement, parce que le canal par lequel nous discutons régulièrement avec le sénateur Jean-Pierre Bemba, il est connu. Et ce canal ne fait pas partie de ceux qui ont fait, comme nous, le choix de considérer que, en accompagnant, nous nous inscrivons dans la stricte logique de ce qui est pour le mieux. Vous avez travaillé quand même un bon bout de temps avec le sénateur Bemba. Pensez-vous qu'il sera d'accord pour le dialogue finalement, parce qu'on veut quand même avoir un consensus Bon, écoutez, moi j'ai vu le sénateur Jean-Pierre Bemba accepter les concertations nationales. Je pense que il faut attendre, espérer que les différents contacts qui sont pris, peut-être c'est des garanties supplémentaires, comme l'UDPS exige, peut-être que le sénateur en exigera d'autres. Mais toujours est-il, de mon point de vue, ce qui est substantiel et ce qu'il faut retenir, c'est que tant qu'il y a des efforts, tant qu'il y a même ce débat, ça nous met à l'abri de toute la rhétorique belliciste de vengeance. On entend parler de vengeance, de règlement de compte, on parle de combattants par-ci, de résistants par-là. Tous les ingrédients qui... Mais justement, vous avez fait allusion aux combattants, ce mouvement. Vous avez vécu quand même pendant un moment en Europe, Monsieur Kaminga. Aujourd'hui, vous êtes au courant de ce qui s'est passé par rapport à l'UDPS. Une grande marche a eu lieu suite à la position donnée par l'UDPS. Ne doit-on pas avoir peur justement de retomber dans les mêmes problèmes avec les concertations nationales où une grande partie a accepté, une autre n'a pas accepté? L'UDPS, depuis qu'elle a accepté sa participation au dialogue, il y a eu une sorte d'éclatement, c'est-à-dire quelques membres de l'UDPS ne sont pas d'accord, etc. Monsieur Kaminga, qu'est-ce qui va arriver? Qu'est-ce qui risque d'arriver en tant qu'analyste politique? Rien du tout, parce que tant que ça se passe comme ça veut dire qu'on fait l'apprentissage de la démocratie. C'est cela, même l'apprentissage de la démocratie. C'est des apprentis, hein? Non, nous tous, nous sommes des apprentis démocrates. La démocratie, ce n'est pas du mimétisme institutionnel. Je vous ai dit, pour arriver à la Ve République et l'application de l'actuelle Constitution, il a fallu plus de 300 ans à la France. Nous, ça fait 10 ans, à peine. Même pas encore, parce que ça fera 10 ans en 2016, en mars 2016, le 6 mars 2016, ça fera 10 ans qu'on a cette constitution. Mais nous ne pouvons pas prétendre être au même niveau
Donc la démocratie, c'est un apprentissage. À chaque fois qu'il y a des contradictions, même au sein du MLC où des membres vont au gouvernement, d'autres ne sont pas d'accord, c'est l'apprentissage de la démocratie. Même lorsque le chef de l'État considère que c'est le moment de dialoguer, c'est un exercice pédagogique d'apprentissage de la démocratie, parce que les dictateurs ne négocient pas. Il y a une démocratie qui est en train de se construire, qui est en train d'établir ses règles et qui arrivera à un moment donné à maturation ou atteindra sa maturité. Et on a modestie de voir les choses comme ça et nous allons préserver l'avenir. Parce que, rassurez-vous, si nous retournons par des décisions inconsidérées à la situation d'avant 2001, tout le monde perdra. Les dictateurs ne négocient pas, c'est ce que vous venez de dire, monsieur le ministre. Mais un pays ne doit pas seulement continuer à vivre sur base des discussions, de dialogues, etc. Non, un pays doit respecter les textes. C'est ça même la valeur d'une nation, monsieur le ministre. Madame Barbara Nzimbi, vous êtes dans une approche normative et idéale, oui, mais c'est ça l'objectif. Pourquoi est-ce qu'on discute? C'est pour atteindre ce point-là où effectivement on aura des institutions qui seront le garant de la paix et de la stabilité. Aujourd'hui, la paix et la stabilité n'est pas garantie par les institutions à proprement parler. La paix ici, elle n'est pas institutionnelle, elle est militaire. C'est l'armée qui, par les orientations données par le gouvernement, se bat chaque jour pour qu'il y ait la paix dans notre pays. Donc ça veut dire qu'on est dans un processus où il faudra à un moment donné que les institutions deviennent suffisamment fortes pour se substituer. Ça veut dire des institutions solides qui, en interne comme en externe, ont les moyens de défendre la paix et la stabilité. Nous n'avons pas encore atteint ce niveau, nous sommes dans un processus. Par ailleurs, mais le dialogue, Barbara Nzimbi, dans un pays comme le nôtre, c'est la facture la moins élevée. Pour atteindre les objectifs que nous voulons atteindre. Quels sont ces objectifs? C'est quoi, en fait, l'idéal républicain et démocratique? C'est avoir une nation dans laquelle chacun de nous peut espérer au mieux-être. Accès à l'éducation, accès à la santé, accès à une perspective d'avenir. Se marier, avoir des enfants, les élever et regarder sa retraite arriver. Cet objectif-là, nous ne pouvons pas l'atteindre s'il y a la guerre. Vous avez le choix. Soit nous allons dans une démarche d'incompréhension et de convulsion sociale, soit nous dialoguons. Nous avons essayé la politique du dos à dos. Résultat, 5 millions de morts. Essayons de continuer avec les recettes qui marchent. Et moi, j'ai la conviction que les recettes qui marchent sont les recettes négociées. Que c'est à chaque fois que les Congolais se mettent autour d'une table qu'ils trouvent une solution. Les uns pensent peut-être que en jouant sur des rhétoriques vindicative, sur l'extrémisme, que le régime va tomber et que eux ils vont prendre cette place. Moi, je voudrais quand même dire aux uns aux autres que ça ne se passera jamais comme ça au Congo, parce que ça ne s'est jamais passé comme ça. Prenez l'espace politique aujourd'hui. Faites une analyse génétique. Le génome politique congolais est constitué des gènes kabylistes, moboutistes, tshisekédistes, kenguistes, guizenguistes, caméristes, bembistes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y aura jamais un Congo où les anti-Kabila gouverneront ou existeront seuls. Il n'y aura jamais un Congo où les anti-Bemba gouverneront seuls. Il n'y aura jamais un Congo où les anti-Tshisekedi gouverneront seuls. Partant de là, si nous sommes d'accord que ce n'est pas possible d'avoir ce fantasme-là, ça veut dire qu'il faut mettre bas la terre et considérer que peut-être que finalement, le modèle vers lequel nous nous acheminons de la définition de la démocratie congolaise, c'est un modèle de consensus permanent, de dialogue. Chaque pays a le droit d'avoir son modèle démocratique, adapté à son histoire, à sa culture, à sa société. Il faut une démocratie sociétale, il ne faut pas une démocratie normative. Monsieur la le démocratie ministre, doit s'appuyer sur la société. Si nous arrivons à intégrer cela, nous allons arriver à établir Monsieur des le ministre, mécanismes qui, dans le temps, avant vous, sur ce fauteuil, on a reçu Monsieur Tshisekedi qui a dit que si Monsieur Félix Tshisekedi, le fils, okay. s'il n'y avait pas de moyens, si les experts de l'UDPS avaient constaté qu'il n'y a pas moyen, les experts de la CENI,
parti, de la majorité, etc., on peut rien faire face à un blocage, face à une imposition de la réalité, bien évidemment. Est-ce que vous pensez aussi la même chose aujourd'hui, que le glissement nous est finalement imposé? Non, moi ce que je pense, c'est que dans ce pays, on a tendance à se tromper de problématiques. Lorsque vous posez ce type de questions, c'est comme si la décision dépendait d'une personne. Non, je voulais démontrer tout au long de cette émission. Vous analysez la situation actuelle, vous regardez. Oui, ça ne dépend pas. Est-ce que vous pensez qu'on va finalement organiser des élections? Si ça dépendait d'une personne, croyez-moi, le chef de l'État ne ferait pas un deuxième appel à la population à travers ses leaders pour baliser l'avenir. C'est bien parce que nous sommes dans une situation résultat de l'accumulation d'un certain nombre de manquements qui ne sont pas du fait d'un camp ou d'un autre, mais de l'action collective. De l'action collective. Certain nombre de manquements. Je vous donne un exemple. Le gouvernement, M. Kaminga, on va conclure, s'il vous plaît. Je vais conclure très rapidement. Okay. Aujourd'hui, une partie de l'opposition parle de l'enrôlement des nouveaux majeurs. Admettons que l'Assemblée nationale à rentrée acte et accepte cela. Et que les choses se mettent en place ou qu'on commence à enrôler. Alors, la responsabilité. Prendre du temps, finalement. Alors la responsabilité sera à mettre sur qui, dans ce cas-là? Eh ben voilà. Là, c'est une proposition d'un député, de l'opposition aussi, hein, il faudrait le signaler. Donc ça veut dire que c'est comme renverser, si vous voulez, faire partir... Finalement, le peuple est roulé dans tout ça, hein, parce que plusieurs personnes donnent l'impression que le président de la République veut glisser seul. Apparemment, eux, ils formulent des propositions qui permettent au président de la République de pouvoir glisser. Non, ce que je dis, retenez bien, et faites votre analyse, je parle ici à chacun des Congolais. Historiquement, à partir de 2011 jusqu'à aujourd'hui, vous allez vous rendre compte que si on a des problèmes aujourd'hui, c'est parce qu'il y a un déficit en réalité d'analyse stratégique et prospective au cœur des partis politiques. Lorsque nous levons des options, nous agissons sur base de l'émotion du moment. Mais nous ne regardons pas suffisamment quelles pourraient en être les conséquences. Parce que dès le moment où on a décidé de changer le bureau de la Commission électorale nationale indépendante, en changeant simplement de tête, sans changer le système, on avait déjà consacré l'essentiel des problèmes que nous affrontons aujourd'hui. Dès lors, alors, on va même plus loin. Ça, vous l'avez déjà dit. On va même plus loin. Dès lors qu'on a fait adopter, en 2006, une constitution avec des élections à 1,5 milliard de dollars tous les 5 ans, lorsque nous avons fait cela, nous avions déjà consacré les problèmes auxquels nous faisons face aujourd'hui. Monsieur Kaminga, lorsque nous avons considéré qu'un mandat présidentiel doit être de 5 ans, alors que nous sommes un pays sous-développé et que les cycles de développement ne peuvent pas se faire en 5 ans, sans réalisme, nous avions déjà consacré les problèmes. Mais la responsabilité incombe à qui? Au gouvernement. Non, au gouvernement, monsieur Kaminga. Gouverner, c'est prévoir, c'est projeter dans l'avenir. Madame Barbara Nzimbi, vous êtes une intellectuelle. Vous pouvez pas me faire croire que vous pensez que la Constitution de 2006, c'est un gouvernement qui l'a fait. Il a été fait par le Sénat. L'ensemble des belligérants. L'ensemble des belligérants. Elle doit être exécutée par cette Constitution. Le problème ici, c'est pas l'exécution. C'est justement parce que le problème, c'est l'exécution. Les textes ne suffisent pas, monsieur Kaminga. C'est ça aussi, être intellectuel, comprendre que la Constitution doit être exécutée. Monsieur Kaminga, on va conclure, on est arrivé à la fin, on n'a même pas parlé de votre secteur finalement. Mais non, ce qui est un peu... Je pense que... Je vous expliquais. Donc, il faut faire attention. Donc, vous disiez que le problème... Mais justement, c'est ce qu'on dit. On a pris des décisions, collectivement, et des décisions commencent à poser problème 7, 8, 9 ans après. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on doit de plus en plus, déjà à l'époque, on aurait dû se rendre compte que organiser des élections, si vous voulez, du local jusqu'au présidentiel, ça coûterait trop cher. Mais maintenant, on ne peut plus parler de ça, parce que ça devient un débat tabou.
ça devient un sujet tabou. Monsieur Kaminga, on a débordé, on doit raccrocher. Monsieur Kaminga, on n'a même pas parlé de votre secteur. Je voudrais que vous puissiez nous faire la promesse que vous allez revenir très écoutez, c'est toujours un plaisir. Mais je sais que quand je reviendrai, il y aura d'autres sujets politiques. C'est ça le problème. On ne sait même pas parler. On va conclure avec cette dernière question. Monsieur Kaminga, vous avez vécu avec le sénateur Bemba et maintenant vous êtes un tout petit peu avec le président Kabila. C'est quoi le parallélisme que vous établissez entre les deux hommes par rapport au mode de fonctionnement? Soyez bref. D'abord, premièrement, il n'y a rien de nouveau. Parce que le sénateur Jean-Pierre Bemba lui-même a travaillé avec le président Kabila. Parce que le sénateur Jean-Pierre Bemba lui-même, bien avant, a travaillé avec le président Mobutu. Qui est plus pragmatique parmi les deux hommes? Écoutez, moi je suis ministre de la République. Vous ne pouvez pas. J'ai la plénitude de l'exercice dans mon secteur et je me contente d'appliquer la politique gouvernementale qui est de ma responsabilité. J'ai eu l'occasion à plusieurs reprises d'échanger avec le chef de l'État. Je vois en lui un homme soucieux, un profond nationaliste, soucieux de ce que notre pays sera demain. Et c'est le sénateur Bemba? C'est la même chose. C'est tous des Congolais qui se battent pour un mieux-être du Congo de demain. Donc chacun avec ses instruments, le sénateur Jean-Pierre Bemba avec son tempérament, le président Kabila avec le sien. Mais ce qu'il faut retenir ici, et ce qui est essentiel, c'est de comprendre qu'effectivement, dans l'histoire de ce pays, la politique, elle se fait comme nous continuons à la faire. Il faut peut-être renouveler l'offre politique. Il faut changer. Non, il faut peut-être renouveler l'offre politique parce que de toute façon, ce qui est important, c'est de déterminer le bon attelage, celui-là même qui, dans la durée, permettra au pays d'aller de l'avant. Merci d'aller de l'avant. Ce sera votre dernier mot pour aujourd'hui, bien évidemment. À vous également, mesdames, messieurs, excusez-nous parce qu'on a promis de parler du secteur industrie, mais je pense que je pense qu'on va en parler très prochainement parce que monsieur le ministre nous a promis de revenir vite sur ce plateau. C'était un grand plaisir de vous présenter cette émission aujourd'hui. L'actualité qui reste dominée par le processus électoral, le dialogue, mais aussi le mot glissement qui se trouve sur toutes les bouches, mesdames, messieurs. Le regard de ce soir a été rivé sur le ministre de l'Industrie. Il est Germain Kaminga, vous le connaissez très bien. Alors vous allez suivre cette émission rediffusion demain à partir de 10h. Vous allez suivre cette émission sur www.dossierDafrique.com. Vous allez suivre cette émission sur la page Barbara Nzimbi officielle sur Facebook. Vous allez suivre cette émission sur YouTube. Tous les plaisirs étaient pour moi de vous présenter cette émission et je vous retrouve vendredi prochain. Ça sera avec le même plaisir. Bonsoir.